Alors, pour rappel, peut-être une information, je ne sais pas, il existe deux types de phi carré, ça va. Le phi carré de conformité, qui vous permet en fait de voir si, en gros, de comparer en fait un échantillon à une population. D'accord? C'est pour ça qu'on utilise très souvent le phi carré dans la suite par test. Donc en fait, le phi carré de conformité vous permet de voir si la population dont votre échantillon est extrait est ordonnée en fait de la même manière, est distribuée de la même manière qu'un modèle théorique spécifique. Le deuxième type de phi carré que vous avez, c'est le phi carré d'homogénéité, qui là vous permet en fait de comparer la distribution de deux échantillons. Ça va? Donc si vous vous rappelez un petit peu de ce qu'on avait fait dans les derniers tests non paramétriques qu'on avait vu ensemble, c'était le même principe. Soit on comparait une répartition à une répartition théorique, soit on comparait deux répartitions l'une avec l'autre. Ça va? Globalement, on avait vu ces deux trucs. Oui, il peut même avoir plus de solutions. Donc ici on reste dans le même principe. Avec le phi carré de conformité, en fait on observe une répartition et on se demande si elle est identique ou pas à une répartition qu'on attendait, qui est celle habituelle de la population. Ou avec le phi carré d'homogénéité, là en fait on peut comparer les distributions de deux échantillons et se demander si ces deux distributions diffèrent significativement. Ça va? Donc gardez ça en tête. Ayez en tête aussi qu'il y a des conditions d'application pour le phi carré. Souvenez-vous qu'on vous avait montré dans le tableau avec les différents tests non paramétriques, il y avait plein de cas dans lesquels on retrouvait le phi carré. Donc vous avez vu évidemment, il y a des conditions d'application pour le phi carré qui sont assez strictes, qui font que parfois on doit utiliser un test non paramétrique qui est moins puissant mais qui est plus adapté aux données qu'on a sous les yeux. Eh bien, ces fameuses conditions d'application, elles touchent en fait les effectifs théoriques. Pas les effectifs observés, mais bien les effectifs théoriques. Alors, par rapport à ces effectifs théoriques, il faut que si le degré de liberté est égal à 1, vous allez voir comment on calcule les degrés de liberté par la suite dans ce fameux test, il faut que l'effectif théorique, les différents effectifs théoriques dans les différents groupes, soient supérieurs ou égaux à 5. Et l'autre condition, si vous avez un degré de liberté qui cette fois-ci est supérieur à 1, il faut absolument que les 4/5 de vos effectifs théoriques soient supérieurs ou égaux à 5 et qu'il n'y en ait aucun qui soit inférieur à 1. Alors, gardez ces trucs-là en tête. On va passer directement aux exercices. Donc de nouveau, on va vous expliquer au fur et à mesure comment ça fonctionne et on va vous laisser faire à chaque étape. Donc comme d'habitude, s'il y a une question sur un morceau théorique qui n'est pas très clair ou sur la mise en application, vous n'hésitez pas, ça va, on est là toutes les deux de nouveau pour que vous puissiez poser vos questions et qu'on puisse avancer à différents sujets. Alors, le fameux phi carré de conformité. Donc, souvenez-vous, le phi carré de conformité permet de regarder si la répartition des données dans différentes catégories dans un échantillon est semblable en fait à la répartition qu'on attendait, la répartition habituelle de la population. Ça va? Alors, pour cet exercice-ci, on vous explique qu'on dénombre les étudiants qui ont réussi l'examen de STAT en première session entre 2008 et 2013. Okay. La question qu'on se pose, c'est celle qui suit. Est-ce qu'on peut affirmer que la distribution du nombre de réussites au cours de ces années suit une loi d'équipartition? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Et en fait, simplement, on se demande si, en fait, la répartition dans différentes catégories qu'on observe ici, la répartition dans différentes catégories de notre échantillon, est équivalente, est statistiquement équivalente à une équipartition, qui serait la répartition théorique qu'on a l'habitude de voir dans la population. Qu'est-ce que ce serait l'équipartition dans celle-ci? C'est pas l'équipartition au sens auquel on est habitué en général, on vous dit toujours il y a l'équipartition 50-50. Ça c'est l'équipartition quand on a deux catégories. Ça va? Par contre, dans ce cas-ci, eh bien, on a 6 catégories différentes, et en fait, dans chacune des catégories, pour qu'il y ait équipartition, on s'attend en fait à observer normalement le même nombre d'individus dans chacune des catégories. D'accord? Est-ce que ça va pour ça? La logique du test. Vous allez voir après comment ça fonctionne. Alors, l'hypothèse nulle qu'on va formuler à chaque fois, c'est en fait que
en gros, moi j'aime bien cette formulation-là, il n'y a pas de différence entre les valeurs observées et les valeurs attendues. D'accord ? Autrement dit, pour la question qu'on se pose ici, mais en fait, la répartition qu'on observe est égale à une équipartition. Ça va ? Ça, c'est l'hypothèse. Une autre manière de le dire, c'est que la distribution du nombre de réussites n'est pas différente d'une loi d'équipartition. Okay. Encore une autre manière de le dire au cas où ça vous donnerait, la distribution observée n'est pas différente d'une loi d'équipartition. Alors, l'hypothèse nulle peut vous paraître un peu bizarre, mais en fait, elle ressemble pas mal à ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, on postule qu'il n'y a pas d'effet d'une valeur indépendante sur une variable, dépendante. Ok ? Ça, c'est l'habitude qu'on a. Oui. J'ai une question. Dans l'exercice que vous montrez ici, oui. Le nombre d'élèves chaque année il est le même. Enfin, je veux dire, voilà, c'est que je dire, allez, vous dites qu'il y en a autant qu'on réussit en 2007, 2008 et ainsi de suite. Mais est-ce que c'est autant sur un nombre identique de 120 chaque année, ou est-ce que finalement, c'est 70 une année sur 160, 80 sur 130 et ainsi de suite? Ici, on n'a pas l'information en fait. Ah. On ne travaille pas sur des pourcentages, etc. Ça pourrait tout à fait se faire. Ici, on travaille juste sur des valeurs absolues. On a compté le nombre d'étudiants qui, chaque année, réussissent l'examen de stage. Et on se demande, effectivement, c'est pas tout à fait pertinent si, en fait, les 64 étudiants qui ont réussi cette année constituent plus de la moitié de l'effectif total des étudiants, alors que les 64 qui réussissent l'année suivante constituent l'entièreté de l'effectif total. Effectivement, c'est une bonne question sur les données pour du faux. Là, comme c'est des données pour du faux, effectivement, c'est pas la question. Mais c'est une bonne question. Donc, ici, vous voyez que d'habitude, on se demande s'il y a un effet d'une VI sur une VD, donc si les groupes sont différents. Ok ? Ici, c'est le même principe en fait. On se demande si la distribution qu'on observe est différente de la distribution qu'on attendait. Ça va ? C'est ça la question qu'on se pose. Et donc, la chose qu'on ne voudrait pas observer, ce serait qu'en fait, les distributions soient identiques. D'accord ? Donc, en gros, on se demande si des répartitions observées sont différentes d'une répartition qu'on attendait, une répartition théorique, qui ici est une équipartition. Et donc l'hypothèse nulle, on la formule en disant qu'en fait, il n'y a aucune différence entre ce qu'on observe et ce qu'on attendait. D'accord ? Autrement dit, dans ce cas-ci, que la distribution du nombre de réussites n'est pas différente d'une loi d'équipartition. Est-ce que ça va pour ça ? Pour les principes de base. Oui ? On va les appliquer. Alors, la toute première étape, eh bien, c'est tout simplement de déterminer les fréquences qui étaient attendues. Autrement dit, les fréquences théoriques. Ça va ? La répartition qu'on s'attendait à voir. Alors, comment ça fonctionne ? Michel, je ne sais pas. On somme en pourcentage. Oui, on somme. Puis on divise par le nombre de cellules. Oui, on somme et puis on divise par le nombre de catégories. Ça va ? Parce que, évidemment, s'il y a équipartition, ça veut dire que dans chaque catégorie, on a la même chose. Et que donc, si on a la somme, enfin l'ensemble, en fait, l'effectif total de personnes qu'on a mesuré, on devrait avoir autant de personnes dans chacune des catégories. C'est autant de personnes dans chacune des catégories. Ça va ? Ah bon ? Il y en a un qui est de pourcentage, non ? On doit respecter 90, 120, 90, enfin une proportion de... Oui, il y a des exercices où c'est pas une équipartition. Pardon, j'avais pas compris tout de suite. Donc, dans ce cas-ci, effectivement, tu fais bien de le rappeler, soyez bien attentifs dans l'énoncé au fait qu'on vous dit que c'est une équipartition, que c'est un autre type de répartition. Ça pourrait être 3 quarts, 1 tiers, ça pourrait être 2 tiers, 1 tiers, ce genre de choses. Okay ? Mais on vous le dit à chaque fois, vous ne devez pas pousser de votre pouce, évidemment, c'est extrêmement important. Donc, effectivement, ce qu'on va faire, c'est sommer en gros tout l'effectif, donc l'ensemble des effectifs de chaque catégorie. On les somme, puis on les divise par le nombre de catégories, et on se retrouve effectivement avec une équipartition. J'ai bien 65 personnes dans chacune des catégories que j'ai sous les yeux. Ça va ? Ça, c'est le premier principe. Alors, la deuxième chose à faire, donc sur cet exercice-ci, je ne vais pas vous laisser faire les calculs en gros parce que ça ne sert à rien. Je vais vous expliquer toute la démarche au fur et à mesure en vous montrant avec le tableau comment ça fonctionne. Voilà. Deuxième étape, c'est calculer ce qu'on appelle le qui carré de case et puis le qui carré, qui n'a pas de nom, qui est en fait le qui carré général des données que vous avez sous les yeux.
pour calculer le qui carré de case, eh bien, vous allez devoir faire la différence entre ce que vous avez observé et ce qui était attendu, mettre cette différence au carré et la diviser par ce qui était attendu. Ça ressemblera à ceci. Okay. Donc, pour chacune des catégories que j'ai, je regarde bien en fait la fréquence que j'ai observée, la répartition que j'ai observée, ce que j'attendais, je soustrais l'un à l'autre, je mets au carré et je divise le tout par ce qu'on attendait au départ. Ça va? Une fois que j'ai fait ça, eh bien en fait, j'ai obtenu le qui carré de chacune de mes cases. C'est ce qui se trouve dans la dernière colonne. Je somme mes différents qui carrés de cases et j'obtiens mon qui carré de cases. Ok? Qui est de 4,86 ici. Est-ce que ça va jusque-là? Vous allez voir que c'est toujours les mêmes étapes. J'entends jusque-là. C'est bien. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des degrés de liberté. Comment on les calcule ici? Eh bien, dans ce cadre-ci, les degrés de liberté, c'est simplement le nombre de catégories moins 1. Voilà. Donc ici, on a un degré de liberté de 1. Okay. Alors, si vous repensez aux règles d'application qu'on a vues tout à l'heure, vous voyez que le degré de liberté est supérieur à 1. Ça va. Et que donc, il faut être bien attentif au fait que dans chacune de mes catégories, je ne peux pas avoir un effectif qui soit inférieur à 5. Ça va. Donc, simplement, je tourne en arrière pour vérifier que ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de souci, j'étais bien au-dessus à chaque fois. Ça va? C'est dans les théoriques. Oui, pardon, excusez-moi. Donc, dans les théoriques, j'ai aucune catégorie qui est inférieure à 5. Donc, aucun souci, je suis dans les conditions d'application pour pouvoir travailler avec mon qui carré, simplement en consultant la table du qui carré. Ça va? Alors, comment... Si c'est inférieur à 5, enfin, imaginons que ce soit inférieur à 5, on ne peut pas consulter la table alors. C'est quoi ça? Donc, en gros, oui, c'est les 4 cinquièmes. Tu dois avoir les 4 cinquièmes de tes catégories qui sont supérieures à 5. Sinon, il faut faire un autre test non paramétrique. Alors, donc, pour consulter la table du qui carré, souvenez-vous qu'en fait, vous cherchez d'abord le taux de significativité qui vous intéresse, ok, à tel souhait, 0.05 pour nous, et ensuite, il vous suffit de chercher le degré de liberté, qui est ici de 5, et vous avez la valeur du qui carré de ça. Ça va? Et donc, le principe du qui carré, c'est toujours le même que ce qu'on fait d'habitude. On vérifie si celui qu'on a calculé est supérieur ou inférieur à celui de la table. Ici, mon qui carré est inférieur à celui que j'ai trouvé dans la table. Donc, qu'est-ce que je conclus? Significatif ou non significatif? C'est non significatif, donc on accepte l'hypothèse nulle, ça va. Et donc on conclut que l'échantillon est tiré d'une population où les données sont réparties uniformément dans les différentes catégories de la distribution, ça va. Autrement dit, la distribution dans les différentes années du nombre de réussites suit en fait une loi d'équipartition, ça va. Donc ça me montre qu'en fait chaque année j'ai statistiquement la même quantité d'étudiants qui réussissent le cours de maths. Ça va? Est-ce que ça va pour ça? Oui? Ça vous paraît clair? Exemple pour les ça peut être tout n'importe quoi. Les pilotes que tu as vendus, le nombre d'enfants qui sont inscrits dans ton école. Oui, ce qui t'intéresse, c'est de voir si, ici en fait, on compare à une équipartition. Donc ce qui nous intéresse, c'est de savoir si chaque année, on a un nombre statistiquement équivalent de personnes qui réussissent le cours de stage en France. C'est ça la question. Mais tu pourrais te demander, par exemple, aussi avec une valeur d'équipartition, si chaque année, il y a le même nombre d'élèves supplémentaires qui s'inscrivent dans ton dossier. Ce genre de test. Ça va? Est-ce que ça va pour ça? Oui? Ok. Alors, je vous disais, c'est pas toujours l'équipartition qui nous intéresse. Ici, par exemple, on va se retrouver dans un cas différent.